Mardi 10 août 1943. Chère Kitty, idée nouvelle. À table, je me parle à moi-même plutôt qu'aux autres. C'est doublement avantageux. D'abord, ils sont tous contents de ne pas m'entendre caqueter sans arrêt, et deuxièmement, je n'ai plus à mériter du jugement d'autrui. Mon opinion, je ne la trouve pas bête, mais les autres si. Raison de plus de la garder pour moi. Même méthode quand je suis obligée de manger quelque chose que je n'aime pas du tout. Je prends l'assiette, m'imagine que c'est très bon, regarde le moins possible, et j'ai fini avant de m'en apercevoir. Le matin au lever, encore une chose très désagréable. Je bondis de mon lit et je me dis « Tu retournes t'y pelotonner tout de suite ». Je vais à la fenêtre, je soulève le camouflage et renifle à l'entrebâillement jusqu'à ce que je sente un peu d'air frais et je me réveille. Le lit est démonté le plus vite possible pour écarter toute tentation. Sais-tu comment maman m'appelle dans ces moments-là? Une épicurienne. Un drôle de mot, tu ne trouves pas? Depuis une semaine, nous perdons tous un peu la notion du temps, parce que notre cher et précieux carillon de la Westertoren a été apparemment enlevé pour un usage industriel et que de jour comme de nuit, nous ne savons plus exactement l'heure qu'il est. J'ai encore un peu d'espoir qu'ils inventent quelque chose qui rappelle un peu le carillon aux gens du quartier, par exemple un truc en étain, en cuivre ou je ne sais trop quoi. Que je sois en haut, en bas ou n'importe où, tout le monde admire mes pieds où resplendit une paire de chaussures d'une beauté rare, par les temps qui courent. Miep les a dégotées pour 27,50 florins. Bordeaux, daim et cuir, à talons bottiers, assez haut. Je marche comme sur des échasses et j'ai l'air encore bien plus grande que je ne suis. Hier, c'était un jour de malchance. Je me suis enfoncé la tête d'une grosse aiguille dans le pouce droit. Résultat, Margot a dû éplucher les pommes de terre à ma place. À quelque chose, malheur est bon. Et moi, j'écrivais tout tordu. Ensuite, je me suis cogné la tête contre la porte du placard. J'ai failli tomber à la renverse. Me suis fait enguirlander à cause de tout le potin que je faisais une fois de plus. N'ai pas eu le droit d'ouvrir le robinet pour me tamponner le front. Et maintenant, je me promène avec une énorme bosse au-dessus de l'œil droit. Pour comble de malheur, mon petit orteil droit est resté coincé dans l'embout de l'aspirateur. Il saignait et me faisait mal, mais j'étais si occupée de mes autres maux que cet inconvénient est passé inaperçu. Grave erreur, car maintenant j'ai un orteil infecté, plus de la pommade, plus de la gaze, plus du sparadrap, et je ne peux plus mettre mes glorieuses chaussures. Dussel a mis notre vie en danger pour la énième fois. Figure-toi que Miep lui a porté un livre interdit, un pamphlet contre Mussolini. En chemin, elle a été heurtée par une moto des SS. Elle a perdu son sang-froid, a crié « Abruti !» et est remontée sur sa bicyclette. Je préfère ne pas penser à ce qui se serait passé si elle avait dû les suivre au poste. Bien à toi, Anne. La corvée du jour dans la maisonnée, l'épluchage des pommes de terre. Le premier va chercher les journaux, le deuxième les couteaux, se réserve naturellement le meilleur, le troisième les pommes de terre, le quatrième l'eau. Monsieur Dussel commence, gratte, pas toujours bien, mais gratte, sans s'arrêter, regarde un peu à gauche et à droite. Chacun s'y prend-il bien comme lui? Non, Anne, regarde, je prends le couteau comme ça, tense ma main, gratte haut en bas. Nein, so nicht, mais so. Je trouve plus facile de faire autrement, monsieur Dussel, dis-je timidement. Mais c'est pourtant la meilleure façon, tu peux me croire. Bien entendu, ça m'est égal, à beurre libre à doigt de choisir. Je gratte de plus belle, je jette un coup d'œil de l'autre côté où se trouve papa. Pour lui, le grattage des pommes de terre n'est pas une corvée, mais un travail de précision. Quand il lit, il a une ride profonde au front, mais quand il aide à éplucher des pommes de terre, des haricots ou d'autres légumes, on dirait que plus rien ne l'atteint. Alors il prend sa tête de pommes de terre, et jamais il ne fournira une pomme de terre moins bien grattée. C'est tout simplement impensable quand il a cette expression-là. Je poursuis mon travail, lève un instant les yeux, et j'en sais déjà assez. Madame tente d'attirer l'attention de Dussel. D'abord, elle lui lance un regard furtif, et Dussel fait comme s'il ne s'apercevait de rien. Puis elle cligne de l'œil. Dussel continue sa tâche, alors elle rit. Dussel ne lève pas les yeux. Maman se met à rire à son tour. Dussel reste imperturbable. Madame n'est arrivée à rien. Elle doit donc s'y prendre autrement. Un silence, et puis... « Potti,
Mets donc un tablier. Demain, il faudra encore que j'enlève les taches de ton costume. Je ne me salis pas. Nouveau silence. Potty, pourquoi tu ne t'assois pas? Je suis très bien debout, je préfère rester debout. Pause. Potty, regarde, tu éclabousses. Oui, mamie, je fais attention. Madame cherche un autre sujet. Dis donc, Potty, pourquoi ils ne bombardent pas, les Anglais, aujourd'hui? Parce qu'il fait trop mauvais, Curly. Mais pourtant, hier, il faisait beau, il n'y a pas eu d'avion. Changeons de sujet, s'il te plaît. Pourquoi? On a bien le droit d'en parler ou de donner son avis. Non. Et pourquoi pas? Allez, reste tranquille, ma Michon. Monsieur Franck, lui, il répond toujours à sa femme. Monsieur lutte, c'est son point sensible, ça l'exaspère et madame revient toujours à la charge. Ils ne débarqueront jamais. Monsieur pâlit. Quand madame s'en aperçoit, elle rougit, mais ça ne l'empêche pas de continuer. Ces Anglais ne sont bons à rien. La bombe éclate. Maintenant, ferme-la, Donnerwetter noch einmal. Maman se mord les lèvres pour ne pas éclater de rire. Je regarde droit devant moi. Ce genre de scène se répète presque chaque jour, s'ils ne viennent pas de se disputer, car dans ce cas, ni monsieur ni madame ne desserrent les dents. Il faut que j'aille chercher d'autres pommes de terre. Je vais au grenier, où Peter est en train d'épucer le chat. Il lève les yeux, le chat le remarque, hop! Le voilà qui se sauve dans la gouttière par la fenêtre ouverte. Peter pousse un juron. Je ris et je disparais. La liberté à l'annexe. 5h30. Bep vient nous offrir la liberté du soir. Aussitôt la maison se met en branle. Je commence par accompagner Bep en haut, où le plus souvent elle reçoit déjà une part de notre dessert du soir. Bep n'est pas plutôt assise que madame se met déjà à énumérer tous ses désirs. On ne tarde pas à entendre. « Ah, Bep, j'ai encore un souhait !» Bep me fait un clin d'œil. Madame ne manque jamais l'occasion d'informer quiconque vient là-haut de ses désirs. C'est sans doute pour cela que personne n'aime y monter. 6h moins le quart. Bep s'en va. Je descends 2 étages. Voir d'abord dans la cuisine, puis dans le bureau privé, et ensuite dans la remise à charbon pour ouvrir la trappe à souris de Mouchy. Au bout d'une longue tournée d'inspection, j'échoue dans les appartements de Kugler. Van Damme fouille dans tous les tiroirs et classeurs pour trouver le courrier du jour. Peter va chercher la clé de l'entrepôt et Moffy. Pim transporte des machines à écrire en haut. Margot repère un coin tranquille pour faire son travail de bureau. Madame met la bouilloire sur le feu. Maman descend l'escalier, une casserole de pommes de terre dans les mains. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Peter revient de l'entrepôt. On lui demande d'abord s'il a pensé au pain. Oublié. Il se fait tout petit avant d'entrer dans le bureau de devant et se dirige à 4 pattes vers le placard métallique, s'empare du pain et disparaît. Ou du moins s'apprête à disparaître, quand, avant qu'il ait eu le temps de s'apercevoir de rien, Mouchy a bondi au-dessus de lui pour aller s'asseoir sous le bureau. Peter cherche de tous les côtés. Ah, voilà le chat. Il retourne dans le bureau à 4 pattes et tire l'animal par la queue. Mouchy grogne, Peter soupire. Il n'est pas plus avancé. Le chat s'est maintenant installé près de la fenêtre et se lèche, ravi d'avoir échappé à Peter. En dernier recours, Peter tente d'appâter le chat avec le pain, et en effet, Mouchy le suit et la porte se referme. Je suis resté à observer toute la scène, debout dans l'entrebâillement de la porte. Monsieur Van Damme est en colère. Il fait claquer la porte. Nous nous regardons, Margot et moi, et pensons « Il s'énerve sûrement une fois de plus, à cause d'une des idioties de Kugler, et pour l'instant ne pense pas à Keg. » Soudain, on entend d'autres pas dans l'escalier. Dussel entre, se dirige vers la fenêtre avec des airs de propriétaire, renifle, se racle la gorge, éternue et tout saute. C'était du poivre, pas de chance. À présent, il poursuit son chemin en direction du bureau de devant. Les rideaux sont ouverts, autrement dit, pas de papier à lettres. Il disparaît, le visage renfrogné. Nous nous regardons à nouveau, Margot et moi. « Demain, une feuille de moins pour sa chérie, me dit-elle. J'acquiesce de la tête. Un pas d'éléphant s'éloigne dans l'escalier. C'est Dussel à la recherche d'une consolation dans l'endroit dont il ne peut se séparer. Nous continuons à travailler. Tic, tic, tic. On frappe 3 fois, c'est l'heure du dîner. Lundi 23 août 1943.
Quand sonne 8h30. Margot et maman sont inquiètes. Chut! Papa, attention, auto, chut! Pim! Il est 8h30. Viens! Tu ne dois plus faire couler d'eau. Ne fais pas de bruit en marchant. Ces diverses exclamations s'adressent à papa dans la salle de bain. À 8h30 sonnantes, il doit se trouver dans le séjour. Plus une goutte d'eau, plus question d'aller aux toilettes, plus un pas, le silence total. Quand le personnel du bureau n'est pas en dessous, on entend tout à l'entrepôt. Là-haut, on ouvre la porte à 8h20 et peu après, on frappe 3 petits coups sur le sol. Les flocons d'avoine pour Anne. Je grimpe l'escalier et viens chercher mon écuelle de chien. De retour en bas, grande précipitation. Brossage des cheveux, vidage du récipient clapotant, remise en place du lit. Silence! L'heure sonne. Madame change de chaussures et traîne des pieds en mule dans le séjour. Monsieur Charlie Chaplin est en pantoufles lui aussi. Le calme plat. Maintenant, le tableau de la famille idéale atteint la perfection. J'ai envie de lire ou d'étudier. Margot aussi, tout comme papa et maman. Papa est assis, avec son Dickens et un dictionnaire, naturellement, au bord du lit affaissé Queener, où il n'y a même pas de matelas convenable, 2 traversins empilés l'un sur l'autre faire l'affaire. Ce n'est pas la peine, c'est très bien comme cela. Une fois plongé dans sa lecture, il ne relève pas la tête, rit de temps en temps, s'efforce à grand-peine de raconter une histoire à maman malgré elle. Je n'ai pas le temps. Sur son visage se lit une brève déception, puis il reprend sa lecture. Lorsqu'il tombe un peu plus tard sur un autre passage amusant ou curieux, il tente à nouveau sa chance. « Il faut absolument que tu lises ça, maman. » Maman est assise sur le lit pliant. Elle lit, coud, tricote ou étudie selon les besoins du moment. Soudain, elle se souvient de quelque chose. Vite, elle le dit. « Anne, tu te rappelles ? Margot, tu veux bien noter ?» Le calme revient peu après. D'un coup sec, Margot ferme son livre. Papa fronce les sourcils en arc amusant. Sa ride de lecture se reforme et le voilà replongé dans son livre. Maman commence à bavarder avec Margot. Je suis curieuse de ce qu'elles disent et me mets à écouter. On demande l'avis de Pim. 9h, petit déjeuner. Vendredi 10 septembre 1943. Chère Kitty, chaque fois que je t'écris, il s'est encore passé quelque chose de spécial, mais la plupart du temps, il s'agit d'événements plutôt désagréables qu'agréables. Cette fois-ci, pourtant, les nouvelles sont bonnes. Mercredi soir, 8 septembre, nous nous étions installés devant la radio pour 7h, et voilà les premiers mots que nous avons entendus. Here follows the best news from all the war. Italy has capitulated. Nous allons vous annoncer la meilleure nouvelle de toute la guerre. L'Italie a capitulé. L'Italie a capitulé sans condition. À 8h15, Radio Orange commençait à émettre « Chers auditeurs, peu avant 1h15, alors que je venais de finir la chronique du jour, nous parvenait la merveilleuse nouvelle de la capitulation de l'Italie. Je peux vous assurer que je n'ai jamais jeté mes papiers au panier avec autant de satisfaction qu'aujourd'hui. » On a passé « God Save the King », l'hymne américain et celui des Russes, l'international. Comme toujours, Radio Orange était encourageante, mais pourtant pas trop optimiste. Les Anglais ont débarqué à Naples, l'Italie du Nord est occupée par les Allemands. Dès vendredi 3 septembre, l'armistice était signé, le jour même du débarquement des Anglais en Italie. Les Allemands pestent et tempêtent dans les journaux contre la trahison de Badoglio et de l'empereur roi italien. Cependant, nous avons également de tristes nouvelles à propos de M. Kleiman. Tu sais à quel point nous l'aimons tous, et que même s'il est toujours malade, souffre constamment et n'a pas le droit de trop manger ou marcher, il est toujours de bonne humeur et d'un courage admirable. Quand M. Kleiman arrive, le soleil brille, a dit maman récemment, et elle a tout à fait raison. Il doit aller à l'hôpital pour une opération très désagréable de l'intestin et devra y rester au moins 4 semaines. Si tu l'avais vu nous dire au revoir, on aurait cru qu'il partait seulement faire une petite course, c'est tout. Bien à toi, Anne.
Jeudi 16 septembre 1943. Chère Kitty, les relations internes ici vont de mal en pis. À table, personne n'ose ouvrir la bouche, sauf pour avaler un morceau. Parce que soit on t'en veut de ce que tu dis, soit on te comprend de travers. Monsieur Voskuhl vient de temps en temps nous rendre visite. Malheureusement, il n'a vraiment pas le moral. Il ne facilite pas les choses pour sa famille, car une seule pensée l'obsède. Qu'est-ce que ça peut me faire de toute façon? Je vais mourir bientôt. Je peux très bien m'imaginer l'ambiance chez les Voskuhl. Quand je pense à quel point ici, ils sont déjà tous hargneux. Tous les jours, je prends de la valériane contre l'angoisse et la dépression, mais cela ne m'empêche pas d'être d'humeur encore plus lugubre le jour suivant. Un bon éclat de rire serait plus efficace que 10 de ces comprimés, mais nous avons presque oublié ce que c'est de rire. Parfois, j'ai peur que mon visage se déforme et que ma bouche tombe à force d'être sérieuse. Pour les autres, ce n'est pas mieux. Ils voient approcher cette masse rocheuse que l'on appelle l'hiver avec de mauvais pressentiments. Autre fait qui n'a rien pour nous réjouir, Van Maren, le magasinier, nourrit des soupçons à propos de l'annexe. Quelqu'un qui a un minimum de cervelle doit bien se rendre compte de quelque chose. Quand Miep dit qu'elle va au laboratoire, Bep aux archives, Kleiman qu'il part à la réserve de produits Opekta, et que Kugler affirme que l'annexe ne fait pas partie de notre immeuble, mais de celui du voisin. Nous resterions totalement indifférents aux opinions de Van Maren sur la question s'il n'avait pas la réputation d'être un individu peu fiable et s'il n'était pas curieux au point qu'il est impossible de lui raconter des histoires. Un jour, Kugler a voulu redoubler de précautions. Il a enfilé son manteau à 1h moins 10 et s'est rendu à la droguerie, au coin de la rue. À peine 5 minutes plus tard, il était de retour, s'est faufilé dans l'escalier comme un voleur et nous a rejoints. À 1h15, il a voulu partir, mais a rencontré Bep sur le palier, qui l'a averti de la présence de Van Maren au bureau. Kugler a fait demi-tour et est resté avec nous jusqu'à 1h30. Ensuite, les chaussures à la main, il est allé en chaussettes, malgré son rhume, vers la porte du grenier de devant, est redescendu marche par marche, et après avoir fait l'équilibriste dans l'escalier pendant un bon quart d'heure pour éviter le moindre craquement, il a atterri dans les bureaux du côté de la rue. Entre-temps, Bep, qui s'était libéré de Van Maren, est venu chercher Kugler chez nous, mais Kugler était parti depuis longtemps. À ce moment-là, il était encore en chaussettes dans l'escalier. Qu'ont dû penser les gens dans la rue quand le directeur a remis ses chaussures dehors? Ça alors, le directeur en chaussettes. Bien à toi, Anne.